elle rencontre ce vieil homme, et alors elle comprend quel était ce rêve. Elle écrit tout le livre, l'histoire de Samba le piroguier. Et Samba le piroguier, bon, ben, il a tout, je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est un peu long. Et puis à la fin, la troisième partie du roman, c'est la romancière a écrit son livre, et alors elle a un personnage du roman qui vient à sa signature de livre, et à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle est rejointe par le personnage de son roman, et qu'il y a un petit, en fait, que son personnage, Samba le piroguier, a un petit-fils qui était en Europe et dont il ne le savait pas. Elle retrouve un personnage de son roman, et donc ce roman est la transmission à ce petit-fils qui est, grâce à ça, il peut connaître l'histoire de son grand-père. Donc elle a été choisie, elle a fait ce roman parce qu'elle avait un crayon derrière l'oreille, c'était un signe, et puis c'est tout, voilà. Et donc ça, si on peut faire une symbiose entre vous trois, en tout cas les idées se rencontrent, il faut retourner à la tradition, à nos valeurs culturelles, car ça nous permet de conserver beaucoup de choses qui nous servent des repères par rapport à l'avenir climatique de nos origines. Oui, tout à fait, je suis convaincue de ça. Parce qu'un être humain ne peut pas survivre rien que dans le présent. Parce qu'il doit se plonger dans son passé. Et pour gérer mieux, essayer, nous essayons, il n'y a rien de déjà fait. Et puis préparer son avenir. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur les traditions. Parce que quand on parle des traditions, on ne veut pas dire aux gens prenez tout ce qui a existé dans les traditions. Il faut quand même sérier les choses, voir qu'il y a des choses qui ont existé, mais qui n'ont plus de cours, hein, qu'on ne peut plus mettre en pratique aujourd'hui, parce que les circonstances étaient différentes. Et puis, il y a des choses pour lesquelles nous devons garder la motivation, comme je parlais de la dot. Oui. C'est pour authentifier. Mais on peut changer le symbole. La représentation, oui. Et d'autres choses qui restent des valeurs culturelles sûres et qu'on peut conserver. Et tout cela, moi, c'est dans le but d'avoir une mémoire historique et une mémoire culturelle. C'est très important. C'est sur ces deux formes de mémoire qu'on peut construire notre présent en corrigeant justement ce qu'on sait. Mais c'est la connaissance. Ce n'est pas une manière de vivre comme ça sans, en prenant n'importe quoi, en disant c'est comme ça que vivaient nos ancêtres. Justement, par rapport à tout ce que nous disions tout à l'heure sur la conservation de nos cultures, la tradition, son importance. Il faut dire qu'avec le phénomène de la montée du christianisme, aujourd'hui, ce fait-là est considéré comme des faits de la sorcellerie. C'est un peu vu négativement. Qu'est-ce que vous, en tant que militante de cette conservation-là, vous en pensez? Je pense que c'est parce que les gens ne sont pas éduqués. Ce n'est pas dans le sens péjoratif, c'est dans le sens de l'information. On ne leur a pas donné l'information, la bonne information tout simplement. Je m'explique. Hein. Pour commencer, il n'y a pas de montée de christianisme. Il y a une montée des religions, du réveil, des religions nouvelles qu'on crée chaque jour. Donc, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme existe depuis plusieurs siècles. Et il ne remonte pas. Donc, disons, ce sont des phénomènes... Ce sont les églises, des réveils des phénomènes sociaux hein, qui viennent, on ne sait pas pourquoi, qui envahissent une société et puis qui commencent à fonctionner comme si les gens ignoraient le Christ. Et puis, autre chose, je pense quand même que dans les études que j'ai faites sur les religions traditionnelles, parce que toutes les cultures sont fondées sur des religions traditionnelles. Oui. Le christianisme lui-même, le Christ n'a pas apporté le christianisme du ciel. Il a vécu dans sa culture et ce sont des éléments de sa culture qu'il a développés, qu'il a purifiés pour que ça ait un cachet autre que le cachet traditionnel. Mais il n'est pas allé les chercher ailleurs. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses qui tombent du ciel. Alors,
quand on dit pour les cultures africaines, comme si l'animisme, par exemple, était quelque chose d'autre et le christianisme autre. Mais non, pour moi, les études que j'ai faites depuis près de 50 ans m'ont montré qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le christianisme et l'animisme. Et c'est très important de savoir ça. Pourquoi? Parce que l'animisme a été pris de manière péjorative, des croyances, de ci ou cela. Mais si on purifie cette religion, ça serait la religion. Pourquoi? Parce qu'elle est pacifiste. Si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de guerre de religion animiste. Aucun animiste n'irait combattre l'autre en disant « Viens, tu dois entrer dans ma généalogie », puisque ce sont des religions familiales, avec le même fondement partout. Mais chaque famille a ses ancêtres, ce qui est logique. Et ce sont ces ancêtres qui le conduisent à l'être suprême qui est unique pour tout le monde. Cet être suprême, c'est Dieu. Oui, vous comprenez que les gens ne peuvent pas se battre en disant « viens chez moi », puisque justement la famille c'est quelque chose de canalisé avec le sang, la naissance et la parenté. Et comment vous justifiez que de l'autre côté les gens se battent? Ah, je termine avec mon animisme. Parce qu'il y a aussi dans l'animisme quelque chose qui confirme ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est la montée de mouvements qui combattent pour sauver la terre. Or, les religions animistes, leur principe de base, c'est que toute chose créée est à respecter parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient à l'être suprême. Donc, même pour couper un arbre, ils devaient faire un rituel, demander pardon à Dieu pour déranger les choses créées à leur place. Or, maintenant, qu'est-ce que nous faisons, l'écologie et d'autres mouvements qui ont comme objectif de sauver la Terre, ils mettent en exergue le respect de la nature. Or, l'animisme avait déjà ça comme fondement même de la religion. Alors, je termine avec l'animisme pour dire que je ne voudrais pas dire qu'il faut prendre tout dans l'animisme, parce qu'il y avait certains sacrifices qui n'étaient pas bons. Oui, il y avait des sacrifices ou des comportements. Mais quand on avance cet argument-là, j'ai dit, mais ce n'est pas un problème, c'est l'homme qui les a mis en place. À cette époque-là, rien ne nous oblige de répéter ça, mais de créer de nouveaux symboles qui remplacent ce qui était symbole et qui nous paraît aujourd'hui mauvais. Au Bénin, par exemple, il y a ce qu'ils appellent le couvent des filles ou femmes, qui sont un acte religieux. Elle entre dans une réclusion, on la tatoue de haut jusqu'en bas. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui ont des petites scarifications jusqu'au bout. C'est un acte religieux. Mais aujourd'hui, franchement, est-ce que les filles doivent subir ça? Non. Mais la réclusion, pour apprendre tout ce qu'elles prenaient et qui les ancrait vraiment dans la vie, pour qu'elles soient de bonnes femmes, oui, qui ont la clairvoyance, qui éduquent bien leurs enfants, ça reste valable. Vous voyez, donc dans l'animisme, moi je trouve plein de choses valables pour le monde d'aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, parfois, on rejette l'animisme. Mais non, c'est la religion. Imaginez la paix que contient. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que nous recherchons tous. C'est pour cela que je reviens toujours à mon leitmotiv. Il faut étudier ça pour les connaître. Et quand on connaît, on voit ce qui est bon. Pour les garder, on voit ce qui est mauvais, pour mettre dans la mémoire historique. Alors, je reviens à vous deux, Catherine d'Outremont et Pauline Desméraudes. Je l'avais dit au début de l'émission que vous étiez comtesse d'Outremont et en même temps écrivain. Est-ce que le fait que vous soyez comtesse, ça vous faciliterait les choses par rapport à votre carrière, par rapport à votre vision, ou par moment aussi il y a des contraintes parce que vous portez ce titre? Je ne pense pas que ce titre m'aide dans ma carrière d'écrivain. Je dirais qu'à la limite, il peut plus être un handicap. Parce qu'alors, à ce moment-là, on est catalogué dans une certaine catégorie de famille
souvent avec des œillères. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont des a priori contre ce genre de famille, comme ça, comme si on était au-dessus de la population. Pas du tout. Moi, Alors que votre métier vous demande toujours mon métier me d'être en demande contact. D'être en contact avec les gens et d'aller vers les gens, de parler aux gens, et voilà, je ne pense pas que non, le titre ne me... Ceci dit, ça peut peut-être me donner une vision de comprendre une famille plus clanique, comme ça, oui. Parce que j'ai une famille assez large et je comprends un peu ces choses-là qui peuvent être un peu... Peut-être quelqu'un qui a une famille plus restreinte a plus de mal à comprendre. Mais mais je le vis très bien, il n'y a pas de... Pauline de Mérode, je vous poserai aussi la même question. Princesse et architecte de formation maintenant dans l'art-thérapie. Comment vous faites pour vous en sortir? Eh bien, moi j'ai l'impression que le fait d'être née princesse, parce que ça c'est pas quelque chose, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est mon mérite. Donc ça a été plutôt un défi pour moi. Et c'était dans l'éducation de mon père qui voulait que ses filles fassent des études, qu'elles aient un métier, qu'elles soient non seulement qu'elles n'aient pas seulement un titre, mais qu'elles soient des personnes engagées et qu'elles fassent quelque chose de leur vie. Et vous y avez adhéré? Ah, j'y ai adhéré, non seulement ça, mais je pense que je peux être fière de cet aspect-là de l'éducation de mon père. C'est que grâce à lui, j'ai l'impression que je ne suis pas juste l'image d'une réalité passée. J'ai l'impression que je voudrais, au contraire, je me sens complètement engagée dans le monde actuel et avec les mêmes difficultés, parfois plus de difficultés, parce que justement, comme dit Catherine, le fait que parfois on vous colle un titre et on vous limite à ce titre, c'est parfois assez handicapant. Donc il faut au contraire faire la preuve qu'on a une vie intérieure, qu'on est des personnes indépendantes de notre famille et qu'on peut avoir une histoire personnelle et qui n'est pas liée à notre famille ni à notre naissance. Ça, c'est un combat individuel, ça. Oui. Alors, parlant de la femme, c'est vrai que cette lutte est universelle parce que même quand on remonte par rapport à la journée du 8 mars, on sait que la lutte a commencé à l'Occident. Elle s'est répandue aujourd'hui dans les pays africains. Il faut dire que nous avons adhéré à cette lutte pour sortir de là où nous étions petit à petit, mais les dimensions diffèrent, les réalités diffèrent parce que certainement qu'en Belgique, les réalités ne sont pas les mêmes par rapport aux femmes qui vivent au Congo. Quelles sont les difficultés que vous pouvez relever par rapport au fait que vous soyez femme, par exemple en Belgique? Est-ce qu'on peut encore parler de cette difficulté de la femme par rapport à son travail, par rapport au fait qu'elle soit femme? Mais si je peux, je ne sais pas à qui vous posez la question. Oui, vous y étiez déjà à l'eau. Oui, écoutez, j'ai l'impression qu'en Afrique comme en Europe, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on reçoit des pressions, on est sous une certaine pression sociale, que ce soit en Afrique ou en Europe. Et tout l'art, c'est de trouver sa propre vérité. Alors si la vérité d'une femme, c'est d'être à la maison et d'être attentive à ses enfants et de les éduquer, de leur donner un épanouissement et de se consacrer à l'éducation des enfants, je trouve ça très beau. Si une femme se sent plus motivée à développer une profession et à s'affirmer de cette façon-là, je trouve ça très beau aussi. L'un n'exclut pas l'autre et je pense que Clémentine est une preuve de ça. Et voilà, il ne faut pas, disons, ni la femme européenne qui ne pense qu'à sa carrière et qui oublie d'avoir des enfants et qui se retrouve parfois... Ça, c'est un aspect négatif. C'est un aspect négatif, voilà, parce qu'elle se retrouve après un petit peu, elle a été un petit peu, comment absente. dire, oui, elle a été bernée, si je puis dire, par les valeurs ambiantes qui lui ont dit l'important c'est de faire carrière dans la vie. C'est pourquoi vous aviez parlé d'équilibre. Voilà.
Il faut oublier ni l'un ni l'autre. Je pense qu'il faut essayer d'assumer sa condition de femme, d'assumer sa condition de mère et d'assumer, comme Clémentine en donne l'exemple ici, d'assumer sa dimension professionnelle. Puisque Pauline vous renvoie la balle indirectement, oui. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis parfaitement d'accord avec elle, hein, parce que c'est question d'équilibre, hein, et de choix et de renoncement. Parce que si on veut tout faire à la perfection, on rate tout. Et je pense qu'il faut être conscient de soi, ça je reviens toujours là-dessus, et de connaître ses limites et de ne pas embrasser des choses qu'on ne peut pas réaliser rien que pour égaler à l'homme. Et puis après, oui. Parce que je crois quand même qu'on peut être en paix avec soi-même, avec un échec ou avec une réussite, quand on connaît ses limites et quand on développe, par exemple, nul n'est parfait comme devise personnelle. Moi, ça ne me fait absolument rien quand je me trompe, hein, parfois. J'écris quelque chose sans être tout à fait sûr. Et comme je poursuis mes recherches, je me rends compte que j'avais mal compris. Ça ne me gêne pas du tout de dire dans tel livre j'avais dit ça, mais l'état actuel de mes recherches me permet d'ajouter ça. Je n'ai pas honte, parce que c'est humain, c'est tout simplement, nous sommes des humains. Voilà, et en tant que femme, moi, les tâches ménagères et tout ça, je trouve normal, ça fait partie de ma vie. De faire le repas à mes enfants, c'est ma vie. Franchement, je suis d'accord avec Pauline et Catherine, parce que, bon, vouloir trop être différent, c'est créer des situations qui deviennent des situations de combat et ça, qui nous empêchent à nous réaliser finalement. Oui, vous voyez, parce qu'on est quand même différents. Un homme et une femme, c'est pas la même chose. Et ça peut être normal qu'on ait aussi des tâches différentes sans que ça soit infériorisé l'un ou l'autre. Bon, tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. Catherine, d'autrement, votre point de vue par rapport à cette dernière question? Mais je suis tout à fait d'accord avec mes deux amis. Ceci dit, je crois que en Europe, pour la femme, parfois, c'est un peu plus difficile. Par exemple, une femme qui élève seule ses enfants va avoir un peu plus de mal qu'un homme. On dit souvent qu'elles sont plus précarisées parce que bon, elles sont souvent un petit peu moins bien payées. Et puis il y a la grossesse. Alors si jamais on est engagé et que juste après il y a une grossesse, on risque de ne pas avoir l'engagement définitif. Donc l'égalité de salaire, c'est pas encore tout à fait. Non. Ça, mais à part ça, à part ça, mieux traité. Non, on est très bien traité. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais là, pour la femme, la vie parfois un petit peu plus dure. Surtout, je dirais, la femme seule ou l'homme seul. Voilà. C'est très bien tout ce que vous venez de dire. Et pour essayer un peu de montrer aux femmes que les réalités diffèrent, mais il y a des difficultés partout. C'est à chacun de savoir comment gérer ces difficultés avant d'aboutir, bien sûr, à des solutions adéquates. Et ce soir, c'est quand même une symbiose de sciences. On a l'art-thérapie, on a la littérature, on a beaucoup de choses qui nous fait dire que vous êtes des femmes qui se battent sur le terrain. Et c'est quand même un point positif pour toutes les femmes qui sont en train de nous suivre pendant cet instant. Mais je voudrais à partir de tout ce que vous aviez eu à relever, par exemple sur l'art-thérapie, est-ce que vous êtes à Kinshasa, c'est vrai que c'est un séjour un peu détendu, ça vous inspirerait par exemple après votre formation, de revenir, d'apporter de votre science à ceux-là qui ne sont pas encore informés? Mais je ne pense pas qu'ici à Kinshasa, on ne soit pas informé sur l'art-thérapie, parce que en Belgique, on nous montre toutes sortes de... par exemple, je sais qu'il y a l'initiative d'un groupe de femmes ici à Kinshasa qui s'occupe de faire de l'art à des enfants qui ont été engagés dans la guerre
et qui ont été arrachés de leur famille, qui ont vécu des expériences traumatisantes. Et le fait de faire de la sculpture, de faire des marionnettes, d'organiser des troupes de théâtre, je veux dire, ça rend une dignité à ces enfants et ça leur rend, leur vie, disons, reprend un sens parce qu'ils font quelque chose, ils transforment. En transformant la matière, ils transforment un petit peu leur propre vie et ils se prennent en charge, en fait. Et donc, je pense que ces expériences existent de cette façon-là. L'art-thérapie existe en Afrique. Et pour ce qui est des traditions, ça, c'est plutôt dans le domaine médical. Et disons, moi, je sais que c'est très inspirant pour nous. Dans ce sens-là, la tradition, pour moi, est une source d'inspiration. Mais voilà, je pense que je n'arriverai jamais à acquérir le savoir, par exemple, d'un praticien, même si je pense que, voilà, qu'il a développé des facultés que j'aimerais bien aussi avoir et développer, parce que tout est bon, disons. Et qu'est-ce que vous utilisez exactement comme art par rapport à cette thérapie-là? Alors voilà, le fait est que comme je suis architecte de formation, j'utilise ma formation. Et avec les enfants avec qui je travaille, parce que je travaille aussi en Belgique, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations difficiles. Et bon, je suis à la fois un peu artiste et je suis architecte, donc je leur fais réaliser par exemple des petites maquettes. Je leur fais raconter beaucoup d'histoires. Ça marche? Ça marche très bien et ils expriment énormément de choses à travers ce travail. C'est-à-dire que c'est lié aussi aux histoires qu'ils racontent. Je leur fais raconter des histoires et puis on met en scène dans une maquette l'univers dans lequel ils ont raconté leur histoire et on voit que les choses évoluent, qu'à propos de choses simples, par exemple, ils mettent une rivière, et donc je les aide à réaliser cette rivière. Donc on creuse des plaques, enfin on fait un certain... on s'occupe de choses concrètes. Et à travers les choses concrètes, on arrive à parler de leurs difficultés. Parce qu'ils expriment énormément, sans qu'on les y oblige, en fait. Alors, vous êtes à 3. Je crois même que le nombre est réduit ici sur ces plateaux, mais... Non, nous sommes 4 venus de Belgique. 4 venus de Belgique. C'est vrai que le nombre est réduit. Mais je voudrais quand même commencer par vous. Qu'est-ce qui vous réunit comme ça? Vous êtes dans le même domaine ou c'est simplement parce que vous avez des affinités ou Par rapport au dîner ou... Non, par rapport à Pauline et... Ah oui. Là, j'aurais plus de mal parce que je suis plus dans la spontanéité, sans me poser des questions de savoir pourquoi un tel me plaît et pas tel autre. Je me trouve avec une telle ou une telle sans vraiment réfléchir à cette situation, justement parce qu'il y a un point de rencontre dans sa personnalité et la mienne. Mais vraiment, je n'ai pas encore analysé le pourquoi de ça. Donc, moi, je ne sais même plus comment on s'est rencontrés. Catherine a rencontré. Je trouve qu'il y a beaucoup de convergences. Il y a la littérature, il y a la tradition. Oui, mais nous avons derrière tout ça une réflexion qui nous renvoie à nous-mêmes. Parce que nous sommes 6 dans notre groupe de Sorora. Donc, 2 autres n'ont pas pu venir. Et ici, nous sommes 4. Et nous allons au-delà du matériel. C'est pour nous-mêmes. Nous parlons des choses qui nous construisent. Moi, j'ai beaucoup appris. Il y a un livre familial dont Catherine pourrait vous parler, de sa famille. Et Émilie est associée, qui m'édifie beaucoup. Et moi, ce que j'écris, ce que je raconte... C'est un échange d'expérience. Oui, oui, on peut dire ça. C'est au-delà de l'expérience parce que ça vient de l'intérieur. C'est dans ce sens que je dis des points de convergence dans nos personnalités qui font que nous avons des sujets communs. On parle, il y a ce qui me passionne va passionner Pauline, va passionner Catherine. Il y a une question qui me vient encore en tête par rapport à vous. Vous savez qu'il y a un adage ici qui dit que Basi Batonga Mbokate, donc le fait que vous soyez ensemble comme ça contredit cet adage là congolais. Oui, dans ce séjour, il y a beaucoup de choses qui ont été contredites. Oui,
Mais ce proverbe fait partie des proverbes qu'on doit connaître dans notre répertoire proverbial de l'ancien temps, mais qu'il ne faut pas mettre en pratique parce que ça signifie que les femmes ne peuvent pas construire un village ou une maison. Ça s'arrête là, Basi Batonga Kambokati. Mboka, village, oui. Les femmes ne bâtissent pas une nation. Une nation, oui, pour mieux dire. Mais c'est dans le sens négatif, quoi. Pour dire elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. C'est du commérage, en fait, entre les femmes. Quand elles se rencontrent. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps sérieuse quand on se rencontre. Hein? On a aussi, on s'amuse, on rit. Mais ce qui nous rapproche et ce qui nous réunit, ce sont des préoccupations, voilà, des affinités et oui, une certaine recherche en fait que nous partageons toutes. Oui. Clémentine, qu'est-ce qu'on peut attendre de vous par rapport à Soraya? Sorora, oui. Oui, tout et rien parce que nous-mêmes, nous n'attendons rien. Catherine qui m'offre une parole qui me renvoie à moi pour mon état intérieur, et puis un jour c'est moi qui leur renvoie un petit papier qui décrit par exemple la vision du monde des sages africains, et puis nous discutons sur ce papier-là. Il n'y a pas quelque chose de structuré, et nous n'avons pas besoin de quelque chose de structuré pour nous exprimer. Oui. Et même nos rencontres ne sont pas structurées du genre tous les premiers du mois ou non. C'est spontané, on se téléphone, on dit... Les femmes congolaises aussi peuvent avoir des initiatives comme ça en vue de se mettre ensemble et partager des expériences, voir comment aider les autres. Et oui, aussi, oui. Je suis dans un groupe comme ça. Moi, j'en ai beaucoup, des sororas. Oui, j'ai encore un autre en Belgique, de femmes de mon âge, mais celle-là, de Congolaises. Et puis, j'ai un autre groupe comme ça, de femmes multiculturelles. Il y a des Béninoises, Sénégalaises, Congolaises. Donc... voilà, nous fonctionnons comme ça parce que dans chaque groupe, je trouve des affinités qui ne sont pas nécessairement des autres. C'est pour cela peut-être que nos sororas ne se connaissent pas. Oui, on se connaît nous, mais Catherine, par exemple, ne connaît pas le sorora congolais. Elle ne sent même pas le besoin de le connaître. Et c'est pareil pour moi, et voilà. Catherine, vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je suis pour la spontanéité avant tout, et il peut y avoir une période où on ne se verra pas parce que la vie nous absorbe ou choses comme ça, mais la spontanéité ici, et je pense que si l'une de nous a un souci, elle fera appel à ses sorors justement pour pouvoir partager ce souci avec sa famille ou avec... n'importe quoi, ou quelque chose dont elle veut se lancer dans la vie. Et alors à ce moment-là, on revient vers les sorors, mais on pourrait ne pas se voir pendant un an. Je crois que la chose serait restreinte, parce que c'est quelque chose qui est plus que de la simple amitié, c'est quelque chose d'intime. Et comme on partage quelque chose de très intime dont souvent les gens ne parlent plus maintenant, qui est quand même notre spiritualité. Ça, c'est un domaine qui nous maintient, enfin vraiment, qui a un lien plus fort encore que l'amitié, voilà. C'est ce que je pense. Et Pauline Mais moi, je pense à un aspect. C'est vrai qu'il y a une chose qui nous réunit quand même, c'est que nous essayons de nous rattacher à l'étude. Et à l'étude, pour nous, en Belgique, nous sommes aussi liés à d'autres sororas ou fraternités, entre guillemets, d'études de textes et d'études de langues anciennes. Et je pense que ça correspond à Clémentine, qui, elle aussi, étudie ces traditions. Donc, en fait, nous essayons de chercher dans nos racines ce qui nous réunit. Kinshasa, vous tenterez encore pour une deuxième fois? Bien sûr, sûrement. Kinshasa est en fait... beaucoup l'intérieur du pays. J'aimerais beaucoup avoir l'occasion, mais ça dépend un petit peu dans quelles conditions, parce que je déteste voyager comme touriste. Donc, si l'occasion se présentait,
J'aimerais beaucoup connaître l'intérieur du pays. Est-ce que vous avez une vision particulière par rapport à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, bref, la RDC? Je n'ai pas une vision particulière. Je sais qu'il y a à Kinshasa, il y a des îlots de paix, il y a des îlots qui sont merveilleux, mais il y a quand même beaucoup de monde. C'est une grande ville, donc il y a quand même beaucoup de confusion, beaucoup de bruit. Et c'est pas toujours facile de trouver la paix dans ce contexte. Par contre, la ville offre des avantages. Quand on est obligé de travailler, on trouve parfois plus facilement du travail en ville. Mais j'ai l'impression qu'il y a une plus grande richesse traditionnelle dans les villages et que c'est là que... Tel que repris dans Sources et Ressources. Absolument, oui. Que vous voulez bien sûr palper du doigt, Oui. ces réalités-là culturelles. Ça vous tenterait, non? Ça me tenterait beaucoup, mais ça dépend, encore une fois, ça dépend dans quelles conditions cela se fait, parce que je ne veux pas être une Je crois touriste. qu'aux côtés de Clémentine, vous viendrez dans les mêmes conditions. Tout à fait, oui. Alors, cette émission se termine. Un dernier mot de votre part. Un dernier mot. Merci beaucoup. Tout a été parfait. J'étais très bien reçue ici par tout le monde, tous les milieux. Et je remercie tout le monde qui m'écoute au terme de cette émission. Je remercie tous ceux qui ont collaboré à la réussite de ces festivités. Et les jésuites, et puis ma famille qui a reçu mes amis, qui a organisé une grande fête pour me recevoir, mes amis et moi-même, et puis tous les amis, toute la famille. Je voulais quand même revenir sur votre livre Sources et Ressources. Il est déjà disponible ici à Kinshasa? Non, ce livre, je suis venue il y a 5 ans, pour demander un subside pour qu'il m'aide à réaliser le livre. Il n'y a aucune recherche qui s'est faite avec rien. Ça demande des moyens. Oui, c'est quand même un livre pour des Congolais. Et aucun ministre, ils m'ont bien reçu. Ça, je ne veux pas nier. J'étais très bien reçu. Mais personne n'a sorti $1 pour que je puisse terminer ce livre. Et aujourd'hui, le livre est terminé, tout le monde veut l'avoir, mais on ne se pose pas la question comment il va arriver à Kinshasa. C'est quand même aberrant, moi je ne comprends pas. Je crois qu'il faut que ceux qui comprennent puissent quand même réfléchir un peu. Pour commencer, qu'être chercheur, c'est un métier qui nécessite d'être payé pour que la personne fasse la recherche, parce que pendant qu'elle fait la recherche, elle ne fait rien d'autre. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et ça vous permet de vous concentrer et donner les meilleurs de vous-même. C'est une volonté politique. Il faut que nos politiques comprennent s'ils aiment vraiment les enfants qui sont à l'école aujourd'hui et ceux à venir, que ces enfants ne soient pas des feuilles comme ça qui s'envolent entre n'importe quelle culture, accueillent n'importe quoi, parce qu'ils ne sont pas enracinés. S'ils les aiment vraiment, ils doivent financer ce genre de recherche. Voilà. Donc, on espère que d'ici là, il sera disponible. Espérons. On espère. Mesdames, Messieurs, Mesdames d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était pour nous un réel plaisir de vous avoir ici, sur ce plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci, mesdames, messieurs. Vous l'avez vu, vous l'avez senti. C'était bien sûr en même temps pour ressortir l'importance de cette diversité culturelle que nous régorgeons dans chaque pays, qui reste importante pour l'avenir, comme repère pour ceux qui viennent. Mais aussi, ça a été une preuve par rapport à la diversité des races, la diversité des peuples que nous avons au sein du monde, qui forment un. C'est ce que nous voulions prouver, et aussi qu'il y a des dames, des femmes qui se mettent dans la recherche. En tout cas, femmes congolaises, c'est un domaine qui reste encore très vierge, et nous voulons que vous puissiez vous y lancer pour que dans les jours à venir, on ait encore un peu plus des femmes scientifiques, un peu plus des femmes des lettres. Bye bye, à la prochaine.